Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On a enregistré un segment d'avance aujourd'hui, Phil. On va parler de quoi? De tarifs. De tarifs avec Christian Paradis, ancien ministre fédéral là, qui a fait quand même 3 mandats avec Stephen Harper, qui a été ministre dans 4 ministères. Très, très, très intéressant. On le remercie de s'être rejoint. À nous, on va aussi avoir 2 autres invités. Mais avant, Philippe, petite revue d'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans la dernière semaine? Honnêtement, là, je suis allé dans l'Ouest canadien la semaine passée. Ouais. Là, c'est la 2e fois que je fais un voyage d'affaires dans l'Ouest dans les derniers, disons, 4 à 5 semaines. On était de grands voyageurs, toi et moi. C'est intéressant. Puis, honnêtement, c'est tellement différent l'actualité là-bas. Ah là. ouais? C'est honnêtement, là, on est ailleurs. Le gouvernement de l'Alberta et ou de la Colombie-Britannique, là, j'ai fait les 2 provinces dans les 5 dernières semaines, est très à l'attaque. Ouais. Comme l'Ontario, là. C'est vraiment le Québec qui est un peu séparé. Là, de... Non, mais oublie ça, pas séparé. Il n'est pas nulle part. Non, mais qui fait pas la même stratégie. C'est sûr que quand tu as un premier ministre au Québec qui ne parle pas anglais ou très peu anglais, ça n'aide pas beaucoup les discussions. Mais écoute, on pourrait débattre de ça longtemps, toi et moi, Phil, mais je comprends ce que tu dis. Je suis pas convaincu, là, l'histoire nous le dira, mais je suis pas convaincu que l'attaque soit la meilleure stratégie. Puis je dis pas qui a tort, qui a raison. Je suis pas particulièrement favorable à M. Legault. Mais l'inertie dans la vie, la première chose qu'on m'a appris en gestion, là, en management, comme leadership, là, comme patron d'entreprise, M. Legault, c'est le patron de la province. Là. C'est que l'inertie, de pas prendre la décision, c'est une mauvaise décision. Ils prennent des décisions. Ils font rien. C'est pas des décisions d'attaque. Ils parlent de la laïcité dans les écoles. Ils parlent d'un paquet d'affaires qui servent à fuck all. Ouais, d'accord. Bref, c'est plus intense. Moi, j'étais à Paris dans les derniers jours. Expérience différente, je te dirais aussi, pour ma part. Les Parisiens, j'étais à Paris, c'est peut-être pas les Français, mais les Français sont très inquiets pour le Canada. Et ça, là, Phil, le réceptionniste à l'hôtel, le chauffeur de taxi, le gros patron de la banque, tout le monde à qui j'ai rencontré. Puis, tu sais, d'habitude, moi, je parle pas de politique avec mes clients là-bas. Tu sais, je veux pas mettre les pieds dans les plats. Tu sais, Macron, es-tu bon, pas bon? Tu sais, tu veux pas ouvrir ce can of worms, comme on dit. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais là, écoute, c'était eux qui étaient... Puis là, Trump, puis là, qu'est-ce que vous allez faire? Puis allez-vous être OK? Puis là, Trudeau, il s'en va. Puis ils comprennent pas nécessairement les subtilités de notre système politique. Là. Moi, je sais très bien que Carney est là, il va déclencher des actions. Mais Trudeau s'en va, allez-vous être OK? Là, puis c'était vraiment, vraiment étonnant. Puis évidemment, là, dans la foulée, Donald Trump a annoncé ses mesures sur l'acier et l'aluminium. Les Européens ont mis des contre-tarifs très rapidement. Là. Clairement, ils avaient pensé à leur affaire. C'est comme un peu un axe là, Canada-Europe, là, dans une certaine mesure. Il y a quelque chose, il y a une carte à jouer là, du côté vers l'Est là, pour le Canada. Si tu penses, quand on avait reçu Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, il nous a dit que, du moins le Québec, là, pour plein de raisons historiques et aussi de non-barrière de la langue, dans certains cas, avec la France, on a déjà des ententes commerciales. Pourquoi ne pas les augmenter? Nous, dans ma propre compagnie, on pensait aller aux États-Unis en 2026. Les plans ont totalement changé. Bien sûr. Mais là, on regarde beaucoup, beaucoup l'Europe francophone. Donc, ça va être bon de vérifier ça. Une autre chose qui moi, m'inquiète à un certain niveau, Mark Carney est arrivé au pouvoir. Il va être premier ministre au moment que possiblement vous allez écouter cette émission. Il va sûrement des élections qui vont être déclenchées, peu importe la façon qu'ils vont le déclencher. Entre maintenant puis octobre. Ils vont être renversés ou peu importe. C'est ça. On verra. On verra. Sauf que imagine comment que le président américain va se mêler de la campagne. Ça va être capoté. Ouais, tu penses? Ah oui, ça va être... À tous les jours, il va mettre son opinion sur la campagne. Tu penses? Ça va être de la méga ingérence. Oublie la Chine et la Russie. Là. Ça va être méga ingérence politique. C'est drôle ça, en tout cas. Écoute, que de sujets à débattre, mais j'ai souvent le sentiment que quand on parle d'ingérence, on parle d'ingérence dissimulée.
Non? Non, je suis d'accord. Parce mais que ingérence, je veux dire, tous les pays, je veux dire, tu sais, Trudeau, il se cachait pas qu'il était favorable à Kamala Harris. C'est pas de l'influence à droite et à gauche, tu sais, dans des corridors, puis peut-être avec de l'argent, là, c'est de l'ingérence totale. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle de l'ingérence. Tu sais, au moins, à la limite, j'aime pas Donald Trump, mais au moins, il va le faire sur mais Twitter. Pense à ce que Elon Musk a fait en Allemagne. Oui, mais en même temps, c'est visible. Il prend la parole, il dit voter pour l'extrême droite, mais tu vois, il le fait pas genre en manigançant. Enfin, je pense, peut-être qu'il fait ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, je préfère une ingérence. En tout cas, je préfère une ingérence. Ne me citez pas hors contexte, mais je veux dire, je pense que c'est mieux quand c'est fait au vu et au su de tous. Là-dessus, je suis d'accord. Que se mettre à donner de l'argent, dissimuler un parti. Mais quand tu regardes comment M. Trump opère, puis il n'y a personne qui peut présumer être dans son cerveau, là, mais tu sais, une journée, il va aimer Carney, l'autre journée, il va aimer Paulin, et l'autre journée, selon les tweets, il va peut-être aimer le Bloc québécois, by the way. On risque d'avoir des surprises. Ouais, ça me surprendrait quand même, Phil. Sinon, ben écoute, il y a Nordvolt qui a plié bagage, suite et fin de l'histoire. Gadon, pour de vrai. Ben ouais. C'était pas prévisible. Ceci dit... Quel bon investissement. Ceci dit, il y a des actifs, dont une usine en Suède qui fabrique des batteries. Non, mais je serais intéressé. Qui va racheter ça? Aucune idée. Possiblement les Chinois. Je pense pas qu'ils vont démanteler. La technologie n'est pas au point. Ils sont pas capables de monter une batterie. Tu sais, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Ils ont fabriqué 1 million de cellules, apparemment, dans leurs usines de Suède. Puis ce que j'entendais, c'est que la compagnie de camions Scania, là, une grosse compagnie suédoise aussi, je pense, avait l'intention, ils étaient investisseurs donc dans Nordvolt, ils avaient l'intention de remettre la main là-dessus. Évidemment, pour ce qui est il y avait 6 projets d'usines, dont celle qu'on connaît ici à McMasterville. Je pense que celle chez nous, on peut tirer un trait là-dessus. Par contre, la bonne nouvelle, le terrain était en garantie. Donc, on va récupérer au moins la moitié de On va l'OBI. entendre dans quelques jours que Luc Poirier va vouloir le racheter et certainement à une fraction du prix. Tu penses, 100 piastres, ben oui. On devrait peut-être faire une offre, toi et moi, Philippe. Ouais. Sinon, moi, tu sais, je suis à tous les jours avec Richard Martineau maintenant, puis on a développé un genre de bout de chronique là, un peu rigolote, c'est le Elon Watch. Donc, je suis les décisions et tout ce qui tourne autour d'Elon Musk. Depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, Starship 8 a explosé en plein vol. D'ailleurs, tu sais, le Golfe, le fameux Golfe du Mexique, certains proposent de le rappeler, le nommer Golfe des débris de SpaceX. Mais sinon, le titre de Tesla continue de s'effondrer. Ils sont maintenant à une diminution de 50% par rapport au pic de Noël. Ça avait beaucoup augmenté, mais là, on est rendu plus bas que c'était avant l'élection de Donald Trump. L'entreprise qui valait 1,3 billion de dollars est rendue sous la barre des 700 milliards là, au moment d'enregistrer l'émission. C'est quand même une grosse débarque. Tu sais, quand tu étais rendu que tu étais obligé de demander au président d'acheter un auto sur le parquet de la Maison-Blanche pour faire une info-pub. C'est très malaisant, ça, non? C'est malaisant, là, non? C'est rendu, puis il y a des articles partout à travers le monde, c'est rendu un signe politique acheter une Tesla. Puis d'ailleurs, tu le sais, là, les ventes sont en chute libre, évidemment, puis il y a même l'entreprise suédoise, on parle beaucoup des Suédois, Polestar, je sais pas si tu connais ça. Eux, ils proposent, et c'est quand même, il faut des couilles, là, c'est un marketing très agressif, ils te donnent 20 000 $ si t'es prêt à faire le switch de Tesla à Polestar. Donc, tu sais, moi, si j'avais une Tesla, je pense que j'y passerais. Là. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'éliminer pas mal les Tesla du marché. Puis sache que la semaine passée, by the way, Tesla, au Canada, avant que le programme de subvention des véhicules électriques se termine, ils ont réussi 8000 voitures pour 43 millions de dollars. Il y a anguille sur roche. Oui, la Transport Canada a annoncé d'ailleurs une enquête. Ceux que ça intéresse, là, moi, c'est mauvais joueur. Je me réjouis quand même un petit peu de ça. J'ai possédé des Tesla. J'ai été un petit peu un Elon fanboy. Disons que, tu sais, on dit souvent l'amour et la haine. Là, ça serait, voilà, je suis comme passé de l'autre côté du Rubicon. Ceci dit, pour ceux que ça intéresse, Tesla va dévoiler ses résultats du premier trimestre le 23 avril. Selon toute vraisemblance, il va avoir vendu moins de véhicules et c'est pas exclu qu'il fasse un déficit. Là. Eux qui avaient quand même commencé à faire du profit il y a quelques trimestres. Et si c'est le cas, tu peux imaginer, l'entreprise, elle est valorisée là, comme une start-up technologique. Là, elle était à plus de 100 fois ses profits. On va revenir sur terre. La
moyenne des Calino, manufacturiers, c'est 15 fois les profits. Fait que tu peux t'imaginer, Phil, qu'au jour d'aujourd'hui, il y aurait encore de la place pour que la valeur de l'action chute d'un autre 50%, ce qui l'emmènerait à moins 75%. Certains disent que le titre là, qui vaut 230 $ aujourd'hui pourrait baisser jusqu'à 100 $, là, ce qui est quand même une méchante débat. Je pense qu'on est rendu à demander à M. Musk, si vous nous écoutez, pourriez-vous nous dire dans le dernier mois 5 choses que vous avez accomplies, s'il vous plaît? Chose quand même assez intéressante pour conclure là-dessus, Phil. Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde, malgré tout. C'est dire l'écart là, qu'il avait déjà là, en avance sur les autres. Donc, il vaut encore plusieurs centaines de milliards de dollars. Il n'y a personne qui va l'y enlever que c'est un génie. C'est juste un génie un peu bizarroïde. Bref, merci d'être à l'écoute. On accueille donc l'ancien ministre Christian Paradis. On a aussi Julien Brault, ancien président de Hard Bacon, une entreprise qui a malheureusement dû faire faillite, mais qui s'est réinventé là, comme éditeur d'une infolettre, la Global FinTech Insider. On va en savoir beaucoup plus là-dessus. Et on termine avec la brillante Judith Fetzer, ancienne présidente de Cookit, qui a lancé son propre balado ces temps-ci et qui accueille des bonzes du Québec Inc. à son micro. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve dans un instant pour le premier segment. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On commence avec notre premier invité, Julien Brault, que plusieurs ont connu sous plusieurs chapeaux, fondateur d'une start-up qui s'appelait Hard Bacon. On t'a déjà accueilli, je pense, au balado, Julien, à ce titre-là. Tu es maintenant le président, responsable. Je suis la seule personne qui est derrière ce projet-là. Fait que d'une initiative toutes ces réponses qui s'appelle Global FinTech Insider. Tu es donc un insider. Tu es donc dans le secret des dieux des FinTech du monde. Mais c'est un peu un mensonge. C'est au lendemain de la faillite de Hard Bacon, je me suis retrouvé, comme entrepreneur, j'étais habitué à travailler 80 heures semaine. Je me retrouve devant rien. Après une semaine, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Fait que c'est pas une entreprise. Je considère même pas ça comme une entreprise. Je me suis dit, je vais faire quelque chose. J'étais dans le domaine de la FinTech. J'ai toujours été passionné par l'intersection entre la finance et la technologie. Et j'ai décidé de me dire, je vais dire que j'étais un insider. J'avais une entreprise dans ce domaine-là. Puis, de plus en plus, j'ai du monde qui m'approche, puis là, je commence à avoir des insights. Mais au début, c'était des secrets. Je faisais juste résumer ce que je disais dans le Wall Street Journal, là. Mais ça commence à avoir des vrais insights. OK, donc là, tu publies ça, c'est comme une infolettre, si je comprends bien. Ça ressemble à quoi, le processus? Là, tu disais au début, là, tu résumais le Wall Street Journal, mais grosso modo, ça se veut-tu un média d'information? Comment tu vois, comment tu projettes ça? Comment tu le décris, finalement? Ultimement, je fais une revue de presse de tout ce qui s'écrit sur les FinTech et aussi, je suis personnellement toutes les PDG parce que il y a de moins en moins d'articles de presse, mais les dirigeants d'entreprise communiquent de plus en plus directement sur les médias sociaux. Et je monte ça dans un Excel. Souvent, j'ai comme 50 nouvelles. Puis là, je me dis, c'est quoi les 10-15 nouvelles qui sont le plus le fun, crunchy, comme quand, une de mes nouvelles qui a fait parler, c'était comme, les fondateurs de Pornhub achètent une FinTech. Fait que là, tu réussis à tourner quelque chose d'intéressant. Et l'idée, justement, c'était... de me lancer avec quelque chose de global, entre guillemets, c'était parce que je m'étais rendu compte avec Hard Bacon que non seulement le Canada, c'est à peu près 0,5% de la population mondiale, en plus, je faisais tout en 2 langues. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, de dire, OK, mon marché, c'est mondial, fait que mon critère pour choisir une nouvelle, c'est que si c'est une nouvelle qui se passe au Canada ou en Lituanie, il faut que ça soit intéressant pour quelqu'un en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Chine. Mais c'est sûr que ton background de journaliste, là, parce que moi, je t'ai connu à l'époque, tu étais journaliste au Journal des Affaires, que j'appréciais beaucoup te lire en plus. À Merci. Mais doit t'aider justement, là, parce que tu deviens comme un curateur de contenu en ce moment, là, à regarder tout ce qui se passe. Effectivement, puis je trouve que c'est dommage. De plus en plus, les gens... il y a vraiment comme une animosité par rapport aux journalistes et je trouve ça dommage. Puis ce que je fais est pas, peut-être des fois j'ai des petits scoops parce que les gens, j'ai des sources qui m'informent de choses, mais j'ai pas le temps de faire un travail
comme un journaliste du Wall Street Journal là. qui fait une enquête, qui va développer plusieurs sources. Et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion. Mais justement, à la limite, là, tu publies ça. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est vraiment un projet d'affaires ou tu fais ça pour te désennuyer en attendant de trouver autre chose? J'aimerais juste comme, quelle place c'est quoi le modèle économique en arrière? Puis quelle place ça occupe dans ta vie? Là, je fais ça le dimanche. Fait que j'ai un job à temps plein. OK. Pour l'instant, c'est un hobby. OK. Je suis rendu à 2500 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Donc, moi. Et en plus, je pense de 100 pays. C'est complètement fou. Okay. Mais oui, je suis excité par rapport au modèle d'affaires des infolettres. Tu sais, il y a eu plusieurs grosses infolettres comme Morning Brew qui ont été rachetées pour des dizaines, c'est pas des centaines de millions. Et il y a deux modèles. Essentiellement, il y a un modèle qui est le modèle publicitaire. Donc, tu te rends à 1 million, tu sais, des très gros chiffres. Ouais. Et après ça, tu fais de la publicité. Moi, c'est moins ça. T'sais, si je le monétisais, pour l'instant, ça rapporte zéro. Il y a le modèle aussi des abonnements. Et si on regarde les médias qui ont réussi à vendre des abonnements, c'est souvent des médias professionnels. Donc, mettons, de American Banker en FinTech, ça coûte cher. Puis, ils n'ont pas tant de journalistes que ça, mais les gens dans les banques s'abonnent. Wall Street Journal, Financial Times ont des grosses bases d'abonnés, mais le problème, c'est que si le seul moyen de vendre un abonnement de médias, là, c'est que tes abonnés sont des entreprises, puis c'est de l'information qui va être utile pour les affaires. Mais tu sais, aux États-Unis, tu le vois, là, moi, je suis un ancien secrétaire du commerce de Bill Clinton qui écrit une newsletter comme ça à travers, je pense que c'est Substack, ça se peut. Substack, oui, moi aussi, j'ai suivi Substack. Merci. Ouais. Puis tu sais, moi, je paye 5$ par mois, puis je trouve ça hyper intéressant ce qu'il écrit. Ouais, il y a peut-être une monétisation. T'as pas comme un Patreon, là, un truc comme ça qui te pourrait... sur Substack, j'ai juste à cliquer un bouton. Okay. J'avais même... c'est juste, je l'ai enlevé parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disait ils connaissaient pas Substack, puis ils disaient, mais tu sais, je veux pas payer. Fait que je me suis... Et de toute façon, tu sais, dans le unit économique d'une infolette, c'est que tu vas convertir 2 à 5% maximum. Ouais. Donc, si j'activais la monétisation à 100 abonnés, qui était mon cas, mettons, la première semaine, on parle de 2 à 5 abonnés. Si j'ai un taux de conversion élevé. Par mois, ça... mais dans tes 2500 abonnés, tu sais, t'as-tu commencé à regarder un peu le data, là, c'est qui? Tu sais, c'est-tu des analystes, c'est-tu des VP? Tu sais, y a-tu une certaine intelligence que tu as commencé à obtenir du data? Oui, ben le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner avec leur Gmail, puis j'ai pas vraiment de data sur ça, mais sur les emails corporatifs, je te dirais... C'est mon cas. c'est beaucoup d'institutions financières et de FinTech. Donc, éventuellement, tu sais, quand le chiffre de 2500 va être rendu, mettons, à 10 000 ou un peu plus élevé, peut-être que je penserais monétiser. Mais pour l'instant, j'aime autant juste m'amuser avec ça puis grossir. T'as été, Philippe le rappelait, tu as été journaliste. Hard Bacon avait aussi une mission un peu comme ça, c'était comme un média, on pourrait dire, d'une certaine façon. Je sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, mais d'information, de pédagogie, d'éducation. Tu restes un peu dans cet univers-là. Comment est-ce que ce qui s'est passé avec Hard Bacon renseigne un peu tes visées d'avenir sur l'infolette? Honnêtement, comme je te dis, c'est un hobby, mais une des choses, tu sais, la raison principale, c'était qu'on a mis toutes nos... tu sais, de l'échec de Hard Bacon, c'est qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier qui était le référencement sur les engins de recherche, spécifiquement Google, qui est encore 90% plus des recherches sur Internet. Donc, dans ma recherche d'avoir un hobby, justement, pour m'occuper, je me suis dit, je veux pas faire du SEO. Puis la dernière année de Hard Bacon, j'ai passé, tu sais, tous les jours, j'essayais de faire de l'optimisation SEO. Fait que je connais beaucoup le SEO, mais j'en avais un peu Search Engine Optimization pour les gens qui ne connaissent pas à la maison. Donc, d'optimiser les engins de recherche. Effectivement. Donc, l'idée d'une newsletter, c'est qu'aujourd'hui, Google est peut-être ma 4e source de trafic. Donc, c'est pas... C'est quoi, donc, la première du bouche à oreille, essentiellement? C'est le email. Tu sais, si je regarde les gens, ils sont abonnés. Fait que le premier, c'est le email. Mais je te dirais, mon gros moteur d'acquisition, c'est LinkedIn, parce que c'est de l'information professionnelle. Et aussi les recommandations. Parce que Substack, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui permet à n'importe qui de devenir un éditeur de newsletter, mais c'est aussi un réseau social. Tu peux
poster sur Substack, puis tu peux échanger des recommandations. Fait que Substack est un des gros référents. Parlons un peu de FinTech, c'est l'objet de l'infolettre. Bon, tu l'as dit, au croisement de la technologie et de la finance. J'aimerais un peu t'entendre là-dessus. J'ai le sentiment qu'il y a eu comme un âge d'or, puis que là, maintenant, il y a, je sais pas, j'ai de la misère à situer c'est quoi l'état de la FinTech dans le monde actuellement. Y a-t-il une lassitude? Les grandes institutions, il y en a. Ouais, c'est justement où est-ce qu'on en est dans le cycle? En fait, t'as mis le doigt sur une réalité il y a eu un pic en 2021 où les valorisations étaient complètement débiles. Et il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des down rounds en anglais, là, des rondes ou des entreprises qui étaient valorisées. L'entreprise à moins cher que la ronde précédente. Qui étaient valorisées à 10 milliards, puis là, soudainement, ils ont fait une ronde à 5 milliards. Là, ils sont en train de revenir au même... Tu sais, il y a eu un creux en 2022-2023, puis là, on remonte. Et une des raisons, puis là, je sais que puis beaucoup de gens aiment pas beaucoup Donald Trump, moi incluant, parce que puis il y a un paquet de choses un peu en FinTech qui a fait. C'est qui, lui? La personne qui dirige les États-Unis. Mais une chose qui est complètement incroyable. Dirige les États-Unis, En tout cas, qui est liée aux États-Unis. Il a fait des nominations de gens en FinTech. C'est Elon Musk qui a fondé PayPal. Le président de la NASA, c'est un gars qui a fondé Shift for Payment. Jared Isaacman, donc aussi pas le président, mais le dirigeant de Social Security, c'est l'ancien président de Fiserv, qui est un des plus gros POS systèmes. Fait que ils sont en train de déréglementer. Il y a des choses qui sont mauvaises parce que le régulateur américain, le CFPB, qui était en charge un peu comme l'Office de la protection du consommateur, carrément, ils sont en train de le tuer, puis même ils mettent fin à des poursuites contre des acteurs qui étaient vraiment, c'était pas juste trop de réglementation, c'était des joueurs. Ils l'ont même fait au niveau criminel, avec le maire de New York. mais c'est sûr que moins de réglementation. L'industrie financière est extrêmement réglementée, donc ça permet d'avancer plus vite et ça l'a créé un regain en FinTech. Ensuite, si tout le monde se fait arnaquer, là, les gens vont perdre confiance dans les FinTech, puis ça pourrait imploser, mais pour l'instant, il y a comme un regain, puis aussi tout ce qu'il a fait au niveau de la crypto pour essayer de favoriser les compagnies crypto. On voit ce que ça donne. Le Canada, évidemment, c'est un pays où il y a, peu d'acteurs, on va dire ça comme ça. Certains disent que c'est un oligopole. Il y a quelques acteurs FinTech, mais j'aimerais peut-être un peu t'entendre sur ta lecture du panorama, en termes d'innovation financière actuellement chez nous, là, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que la réglementation étouffe trop nos entreprises dans ce domaine-là? C'est clair que sur le plan consommateur, c'est très, très difficile au Canada. On n'a toujours pas adopté d'open banking qui permettra aux FinTech d'accéder directement aux données bancaires. Par contre, il y a plein de... on a une industrie financière qui est quand même grande. Le Canada, c'est ressources naturelles et finances. Toronto est la capitale des FinTech au Canada. Il y a beaucoup de FinTech B2B qui vont faire différentes choses. Oui, il y a un Shopify, par exemple, qui touche au paiement, qui est gigantesque. Aussi, oui, c'est ça. Bon, il y a quelques gros joueurs comme ça. Mais Nesto aussi, qui veut pas, qu'on connaît, mais qui fait sa position. C'est une FinTech, Nesto, là, dans le jargon? Là, oui, parce que, ultimement, les FinTech, c'est que, traditionnellement, on avait des banques qui faisaient tout, et il y a eu plusieurs vagues de FinTech. Il y en a eu, mettons, Bloomberg est une FinTech dans les années 80. Ils se sont dit, c'est vraiment compliqué d'avoir les prix pour les titres à revenus fixes. On va développer des terminaux. Mais c'est toujours le même principe, c'est qu'on va faire une chose, on va le faire bien, plutôt qu'avoir des institutions financières qui vont faire plein de choses très mal, avec plein de bureaucratie, puis très compliqué. Et ensuite, mettons, les courtiers en ligne, ça, c'est la fin des années 90. Plein de gens, plutôt que de faire 10 choses, on va juste permettre aux gens d'acheter et de vendre des actions. Plus récemment, c'est plus les néobanques. Et ça va par vague, mais c'est en train de prendre de plus en plus d'importance parce que les gens s'attendent à une belle expérience utilisateur quand ils utilisent quelque chose, puis les banques sont pas... Les modèles changent. Moi, je me rappelle quand je suis passé d'un courtier en valeurs mobilières, là, qui me chargeait des commissions, etc., à un courtier en ligne qui te chargeait moins cher, à aujourd'hui, ton courtier en ligne est gratuit. Imagine... Même tu self-manages. C'est ça, exactement. Simple, Snap, mais à l'époque, tu achetais 1000 actions,
il t'appelait quelqu'un au téléphone. Ouais, là, ça te coûtait genre 100$, ouais, 150$. C'était fou, là. C'est complètement hallucinant. Puis donc, cette scène-là canadienne, comme tu dis, elle existe, du moins. Elle est peut-être pas aussi dynamique là, qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais elle existe. Il y a des acteurs, tu en as nommé quelques-uns. Comment tu vois, là, évidemment, on a peut-être un banquier là, qui va être à la tête de notre pays. On ne sait pas si ça va être pendant 1 mois ou 4 ans, mais... un banquier qui était sur le conseil d'administration de Stripe, qui est un des plus gros payment providers sur la planète. Bonne chose, Mark Carney. Là. Je veux pas que tu te prononces politiquement, mais mettons, si on revient juste à la question des fintech, c'est quand même quelqu'un qui était à la Banque du Canada. Certains le verraient peut-être comme un banquier très traditionnel. Là. Comment tu vois ça, la nomination de Mark Carney au Parti libéral? Écoute, sur le plan des fintechs, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, de toute évidence. Je pense qu'il n'y a personne qui a dirigé 2 banques centrales de pays majeurs dans l'histoire. Donc, je vois ça d'un bon œil. Ensuite, je pense pas que, tu sais, mettons, l'open banking, que chaque parti politique, à chaque fois, on dit on va le faire mais plus tard, puis on le fait jamais. Je pense pas que ça va être sa première priorité. Fait que je sais pas à quel point ça va changer les choses. Il y en a quelques autres priorités au niveau politique canadien ces temps-ci. Donc, pour être honnête, je pense que d'avoir quelqu'un de compétent qui comprend l'économie, qui comprend le système financier, c'est potentiellement positif pour les fintechs, mais je doute que ça soit au sommet de la pyramide de ses priorités. Très intéressant. En tout cas, Julien Brault, merci. On peut lire donc Global Fintech Insider. Y a-t-il un site web? .com. Extraordinaire. Je vais m'y abonner. Tu as 2500... un abonné et on espère qu'avec les quelques milliers d'auditeurs qu'on a au balado, il y en aura plusieurs la semaine prochaine quand ça diffuse. Merci d'être venu en studio, Julien. Ça fait plaisir. À bientôt. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est rendu à notre prochain invité. Vous allez remarquer que je suis seul en studio pendant cet enregistrement-là. Francis, des fois, nos horaires ne nous permettent pas de faire tous les invités en même temps, mais on voulait absolument lui parler. J'accueille Christian Paradis. Christian Paradis, qui a été ministre sous Stephen Harper, a été sur 3 mandats en politique fédérale. Il a été ministre du Développement international, ministre de la francophonie, ministre de l'Industrie, ministre des Ressources naturelles, ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux. Donc, salut Christian. Salut Philippe, ça fait plaisir. Je tiens à le déclarer, on se connaît, tu es sur le comité aviseur de mon entreprise depuis le mois de janvier, donc je tiens toujours à bien placer les choses. Donc, absolument. On apprend à se connaître. Oui. Je voulais juste te parler, je trouve ça intéressant des fois d'avoir des gens qui ont passé à travers la machine gouvernementale pour nous expliquer comment des situations peuvent se vivre d'un autre angle. Oui. Trump est arrivé au pouvoir. Ça chamboule bien des choses. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un chaos qui est créé par ce président-là. Mm-hmm. On est en train de revoir complètement la relation qu'on peut avoir avec notre partenaire le plus naturel parce qu'il est à côté. On a 4000, je pense, kilomètres de territoire qu'on côtoie. Mm-hmm. Mais toi, avec ce que tu vois en ce moment, puis tu as été dans ma chaîne gouvernementale, oui. D'après toi, sans vouloir jouer au gérant d'estrade, là, mais comment ça se vit en ce moment dans le gouvernement, d'après toi? Bien, premièrement, c'est un précédent. Ça doit être terriblement déstabilisant parce que à l'époque, moi, que j'étais au gouvernement, bien évidemment, on avait un premier ministre qui était très, très près des États-Unis. M. Harper le disait encore dernièrement. On était vraiment, là, c'était un partenariat qui était parfait, totalement imbriqué. Du temps que j'étais au ministère de l'Industrie, on me disait que juste dans le secteur de l'automobile, une automobile, lorsqu'elle est assemblée, pouvait traverser 14 fois l'Ambassador Bridge entre le Michigan puis l'Ontario. Alors ça, c'était la réalité des choses. Il est arrivé, par exemple, à notre époque, la crise financière, où ce que là, il y a justement eu un bail-out pour l'automobile. Les 2 gouvernements ne s'entendaient pas. Finalement, les États-Unis ont décidé de sauver le secteur avec l'aide du syndicat. Ici, au Canada, les syndicats étaient rébarbatifs à courir le risque. Alors, c'était une autre forme de négociation. On était plus vers la recherche, mais sans trop vouloir aller dans le détail. C'est qu'il y avait toujours ces clauses-là qui nous guettaient, qui étaient Buy American, puis des trucs comme ça. Alors, c'était de faire tout le temps de la représentation en continu à Washington, mais il y avait justement les représentants, il y avait les sénateurs, puis il y avait la Maison-Blanche, mais c'était pas toutes des démocrates ou des républicains. À l'époque, il y avait
une séparation des pouvoirs. Fait qu'on pouvait y aller, parler à des gens, faire des contrebalances, parler à un autre, essayer de faire de l'influence. On faisait de l'influence. Puis il y avait aussi une présidence il y avait beaucoup mieux le bien commun à cœur que ce qu'on voit présentement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que vous avez une présidence qui n'est pas axée sur le bien commun. Là. C'est vraiment très transactionnel. Là. C'est des deals. Là. Puis ensuite de ça, les deux chambres sont majoritairement républicaines. Puis vous avez une Cour suprême qui est majoritairement républicaine. Le président gouverne par décret à coup de menace. On n'est pas dans le même monde. Ça doit vraiment être déstabilisant. Puis, tu sais, imagine, au Québec, ce qu'on voit dans les médias, c'est des sorties des fois de Doug Ford en Ontario. On a vu la première ministre de l'Alberta aussi se prononcer. Oui. Et quand tu es un ministre fédéral ou une ministre fédérale, j'ai comme l'impression qu'il faut que tu penses au bien commun de l'ensemble des provinces canadiennes. Oui, absolument. Puis ça, c'est ça qui est tough parce qu'en plus, on est en période d'instabilité. Il n'y a pas de gouvernail. Vous aviez M. Trudeau qui était démissionnaire, M. Carney qui vient de se faire élire, qui va être assermenté, mais qui ne sera pas. On va être en élection d'ici 2 semaines. On va être en période électorale. Alors là, la nature a horreur du vide, puis Trump, ben lui, il sent le sang, comme on dit. Là. Alors, pour des raisons purement électorales, puis aussi avec... En tout cas, il est dur à suivre. Là. Il veut vraiment aller chercher du transactionnel, comme je vous disais. Mais maintenant, vous avez Doug Ford, qui est aussi un homme d'affaires, puis qui est allé chercher un mandat, qui veut se poser comme capitaine Canada, qui est maintenant rendu plus près de M. Carney. Fait il y a vraiment un trou là-dedans. Là, il y a une stratégie commune qui mérite d'être vraiment regardée parce que ce que Ford a fait, ça a donné un résultat en ce sens que c'est pour la première fois, les Américains en ont parlé sur CNN il y a 2 jours, là, puis partout. Là. Avant ça, les Américains n'en parlaient pas. Ils ont été invités le lendemain matin. Des tarifs électriques de l'Ontario en exportation. Parce que là, ça donnait un coup. Parce que quand Trump parlait de ça, puis qu'il faisait en tout cas, tout ce que vous voudrez là, sur son réseau social, puis tout ça, les Américains n'en parlaient pas. Ils ne pensent pas au Canada. Mais là, ils en parlent. Là, ils disent, voyons, il se passe quelque chose, puis ça a un impact. Alors, Ford a donné un coup. C'est un risque. Il y en a qui ont moins aimé ça. Ici, on dit ça aurait pu donner un coup sur l'aluminium. Vous avez Daniel Smith qui dit, moi, mon énergie, on ne touche pas à ça. Là. Le pétrole puis le gaz, on a assez donné là-dedans. Fait qu'éventuellement, ça va prendre un chef d'orchestre, effectivement. Parce que là, j'entendais M. Harper dire, parce que je suis très près à ce qu'il dit, je trouve qu'il a une bonne tête sur ça. Il disait la pire des stratégies, c'est de rien faire. C'est sûr que si on se plie en boule en fœtus, là, on va se faire botter le derrière encore plus fort. Sauf que là, présentement, on a un orchestre qui est asynchronisé. Là. Il manque un chef d'orchestre avec un mandat fort. C'est ça notre faiblesse. Et il le sait, M. Trump. Oui, puis l'autre chose que moi je trouve, tu sais, avec un regard très externe à tout ça, c'est qu'il y a des provinces canadiennes qui se prononcent de façon très forte. Oui. Tu sais, que ce soit l'Alberta, l'Ontario, le Québec à certains égards. Mais il y a des provinces, du moins dans l'actualité québécoise, qu'on n'entend pas parler. Non. Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Écosse? Qu'est-ce qui se passe au Labrador? Qu'est-ce qui se passe... À un moment donné, sans que tu sois fédéraliste ou souverainiste québécois, il va falloir parler d'unité canadienne parce qu'on ne peut pas tout aller devant la Maison-Blanche puis aller se négocier un petit deal par province. Ça marche. Je pense pas que ça va fonctionner. C'est rien que ça qu'ils veulent. Puis regardez Raymond Chrétien, qui est un négociateur chevronné, il dit toujours les Américains veulent négocier avec un interlocuteur. Là. Il n'y en a rien à cirer de ce qui se passe entre les provinces. Alors là, c'est un état de panique qu'il faut régler. Ça, c'est clair. Puis nous, à l'interne, c'est le temps aussi de se regarder, de dire est-ce qu'on fait vraiment les choses correctement? Le PIB par capita a augmenté de 15 000 $ aux États-Unis depuis 2015. Ici, il est stable. Là, on est en arrière. Beaucoup de réglementation, des impôts élevés pour les entreprises, une fonction publique... pour les particuliers. Beaucoup pour les particuliers. Une fonction publique qui est complètement hors de contrôle. Productivité, c'est pas fort. On est pratiquement les pires dans l'OCDE. Puis, on n'a même pas de commerce intérieur. Moi, j'en parlais du temps que j'étais ministre de l'Industrie. J'avais lancé un symposium pour lancer le dialogue, de dire, notre pays, c'est sûr que c'est normal que le commerce facile se fait nord-sud, pour une question de proximité. Philippe, on connaît mieux, par exemple, les gens du Maine puis de l'État de New York qu'on va connaître les gens, exemple, dans la province de Saskatchewan, pour une question de proximité. Mais là, on est rendu avec un pays qui s'est bâti est-ouest à même des chemins de fer. Puis on l'a oublié.
Alors là, il faut rouvrir les barrières intérieures, il faut se retroucher les manches, puis ça, on a du contrôle sur ça, et c'est maintenant. Puis il y a beaucoup de choses, on le disait à l'époque aussi, l'énergie, là, c'est facile d'envoyer ça en bas, mais là, on est comme enclavé dans le continent. L'Europe en veut, ils en ont tellement besoin de notre énergie, mais il y a eu des projets de pipeline qui ont été refusés. L'Asie, la même chose, ça a été refusé pour des questions. Il y avait toutes sortes de considérations, que ce soit à tort ou à raison, mais il ne reste pas moins que c'était facile de dire non parce qu'on n'avait pas faim. On envoyait ça en bas aux États-Unis, puis c'était facile. On est devenu complaisant, puis ça nous saute dans le visage. Alors là, il y a une situation de crise qui, j'espère, cette fois-là, va faire en sorte qu'on va poser des vraies actions, puis pas rien que parler de ce qu'on devrait être, mais le devenir. Mais je pense que le Québec, à mon sens, puis j'ai pas ton expérience et surtout ton expertise, mais va devoir aussi regarder dans l'Ouest canadien, puis qu'on commence à courtiser les provinces de l'Ouest canadien. C'est pourquoi qu'on construit pas un pipeline de l'Alberta vers un port québécois. Absolument. Au lieu de vers la Colombie-Britannique, Absolument. etc. Tu sais, il y a des réflexions à avoir. Ce qui me fait peur dans tout ça, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est que, tu l'as dit, Mike Carney va être nommé premier ministre dans les prochains jours. Au moment où vous allez écouter ça, peut-être qu'il est déjà premier ministre, Oui. mais on va sûrement tomber en élection. Oui. C'est peut-être pas une bonne idée qu'en pleine élection, on ait à gérer un président américain qui est un peu frivole dans ses annonces. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, encore une fois, c'est un précédent, puis effectivement, il n'y aura pas de pilote dans l'avion à proprement parler, là. Vous allez encore avoir un avion qui est sur le pilote automatique avec plein de passagers en détresse en arrière, là. Alors, effectivement, moi, je trouve ça inquiétant. J'espère, puis encore une fois, l'idée, ça va être de se mobiliser du mieux qu'on peut. Puis c'est sûr que M. Carney va être distrait en cours d'élection, à moins que... En tout cas, Mais ça va être imagine l'ingérence potentielle dans la campagne électorale canadienne des Américains. Là, je te parle pas d'ingérence étrangère avec des Russes, là. Juste que le président va se mêler de la campagne électorale. Oui, c'est clair. Il va sauter sur ça. Tous les jours. Ben oui, avec ces histoires d'annexion, là. Oui, ça, c'est l'angle, effectivement, moi aussi, qui me fait peur. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être difficile de riposter. Puis c'est là que ça va être... Je pense que le Conseil de la Fédération va avoir un rôle à jouer. Et il va avoir vraiment un chef d'orchestre là, qui sera pas là. Il va falloir composer avec ça. Et effectivement, comme je vous disais, la nature a horreur du vide. Et c'est sûr que Trump va sauter sur ça à 2 pieds joints, puis il va faire répéter son monde. Au début, il disait que c'est une blague. On disait que c'est une blague, le 51e État, dis-je. Maintenant, c'est rendu que tout le monde le dit. Sa porte-parole à la Maison-Blanche, c'est secrétaire d'État. C'est rendu comme ça. C'est une crise politique véritable. T'as même des gens qui soient apolitiques ou politiques qui commencent à se prononcer au Québec sur c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Ouais. Pas plus tard que cette semaine, l'attaché de presse du président Trump a nommé le Québec comme étant la province la plus taxée en Amérique du Nord. Ouais, ça, ils n'ont pas tort non plus. Non, je suis d'accord, mais imagine comment que nos industries... Moi, je prends ma petite PME, là. On se fait solliciter pour aller se baser aux États-Unis déjà. Ouais. Mais là, tu viens de dire à tous les États-Unis par la voix de la porte-parole du président, allez picosser les entreprises du Québec, ils payent 53 d'impôts. C'est ça. Tu penses-tu pas qu'on va pas se faire offrir de déménager? Ça va être pire. Puis c'est tellement imprévisible aussi qu'il y a ça. Mais si tu regardes au niveau des snowbirds, là, sont rendus que les gens qui passent 30 jours et plus devront fournir des empreintes. Puis là, ils auront un document de droit de séjour. Puis là, je lisais même, c'est de la folie, mais je l'ai lu. On disait, si les gens ne présentent pas ce document-là, passible d'accusation criminelle, puis amende qui pouvait aller jusqu'à 10 000 $. Là, on est rendu qu'on nous traite comme quasiment des illégaux. Ça, c'est rendu le peuple canadien. Oui, mais il faut que tu fasses attention parce que, tu sais, moi, tout comme toi, là, j'ai voyagé partout à l'international pour ma carrière. Il y a des pays où je suis allé, dont la Turquie à une certaine époque. Fallait que tu te trimbales avec la petite feuille jaune partout avec ton passeport. C'est juste qu'on n'est pas habitué de ça aux États-Unis parce que c'est notre partenaire depuis toujours. On passait là avec un permis de conduire avant le 11 septembre, puis là, c'est rendu qu'on soit rendu un coup d'empreinte. Ce que je veux dire, c'est que le symbole dans ça, il est inquiétant parce que à la fois, ils veulent attirer nos entreprises ici, ils disent ouvertement, mais
l'économie nord-américaine est faite en sorte, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité dans le nord canadien, assumé par les Canadiens, c'est des deals, ça c'est voulu. Comme M. Harper l'expliquait, c'est tellement imbriqué ensemble. Nous, on a des ressources naturelles, ça fait l'affaire des Américains. On l'envoie pratiquement à rabais dans le cas du pétrole. Eux autres, ils le transforment, ils le revendent à profit. Mais ils nous protégeaient Puis ils nous protégeaient en revanche. Tu sais, je veux dire, c'était un deal, c'était donnant-donnant. C'était vraiment un bloc économique qui était exemplaire partout à travers le monde. Puis là, vous avez un président transactionnel qui est vraiment juste orienté sur le cash, qui achète des Tesla dans le cours de la Maison-Blanche pour donner des choux puis des trucs comme ça, parce que c'est ça le genre de présidence qu'il a. Puis lui, ben, il ne reconnaît pas ça. Alors, c'est pour ça que moi, ce qui m'inquiète, pour revenir à ta question, Philippe, c'est que ce type-là n'a aucun intérêt de bien commun. Puis c'est sûr que s'il voit, en nous voyant aller lors de la campagne électorale, qui va durer probablement 35 jours, mais ça va être 35 longs jours parce que effectivement, il va être omniprésent partout au Canada pour brasser la cage. En dernière question, Christian, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Parce que, tu sais, le Québec, plus taxé, pas la fonction publique la plus performante, on est moins performant que le reste du Canada, tu sais, moins performant direct que l'Ontario, là, tu sais, pour une heure travaillée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on en parle, ça fait longtemps, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est toujours dangereux quand on arrive avec des subventions puis de choisir des gagnants, c'est risqué. Ça, c'est risqué. C'est une approche qui est dépassée. Il faut vraiment arriver avec une approche qui est beaucoup plus large. C'est plus long, mais c'est une réforme qui doit être faite. Vraiment revoir la réglementation. La mettre vraiment attrayante pour les entreprises. Baisser les impôts des entreprises. Si on arrive avec, après ça, des crédits de recherche, que ça soit mieux monitoré pour voir comment on peut faire pour augmenter de la productivité. Il est là le réel problème. Puis dans notre temps, on en parlait aussi, mais il n'y a pas grand-chose qui se faisait. C'est ça le problème. Puis ça, tant qu'on n'adressera pas ça, non seulement, c'est sûr qu'on est dépendant des États-Unis, mais même d'être compétitif avec d'autres pays ailleurs, ça va nous rattraper. On est en queue de peloton dans l'OCDE. On est en queue de peloton au Québec par rapport au reste du Canada. C'est vraiment l'alerte rouge. Ça, c'est la base. Puis c'est pas d'hier qu'on en parle, malheureusement. Merci, Christian, de t'être prêté au jeu. Je rappelle Christian Paradis, ancien ministre fédéral, qui est aujourd'hui en affaires, avocat aussi, en plus de formation. Alors, merci d'avoir partagé des propos. On s'en va à notre prochain invité. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On accueille notre troisième et dernière invitée, Judith Fetzer. Vous la connaissez, ex-PDG de Cookit. On peut-tu dire ça? Ouais. Ouais, la fille de Cookit. Ça te fait-tu de la peine? Si vous me connaissez, c'est peut-être sous le titre de la fille de Cookit. La fille de Cookit. En fait, ex-fille de Cookit. Bref, elle est une entrepreneure bien en vue au Québec. Elle a lancé récemment un nouveau balado, un café avec Judith Fetzer. Ça se passe bien, le balado, Judith Fetzer? Moi, j'adore ça. T'adores faire des balados? Oui, parce Est-ce que tu nous menaces? Est-ce que c'est une... On n'a pas exactement les mêmes angles. Non. Mais en fait, l'idée vient d'un de mes mentors qui m'a dit après que j'ai vendu Cookit puis que je l'ai placé sous la loi de la protection de la faillite, il m'a dit, va prendre 100 cafés avec 100 personnes. 100 cafés? Oui. Pas de 100. Pas 100. Non. Ouais. 1-0-0. Oui. Puis quand j'ai raconté cette anecdote-là au studio Sans Filtre, sur le podcast de Sans Filtre, puis on jasait, puis on était comme, ben, tu sais, c'est pratiquement ça, avoir un podcast. Puis en plus, tu sais, c'est comme, tu sais, là, t'as pas le choix de le faire. T'as un cadre. T'as un cadre. Tu le prépares. Faut que tu le prépares. T'es beaucoup à l'écoute. Fait que c'est vraiment le fun de voir où est-ce que ça me mène. Fait que, mettons, l'objectif ultime du podcast, c'est j'ai de la misère à savoir quoi exactement c'est. T'as pas envie de devenir genre une podcasteuse professionnelle? J'ai de la misère à penser qu'au Québec, tu peux bien vivre de ça. Il y en a quelques-uns, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus, j'ai l'impression quand même. Puis là, donc 100 cafés, tu t'engages-tu à faire 100 épisodes de Un café avec Judith Fetzer? Définitivement. Ah oui, OK. Ouais. T'aimes après ça, on va changer le titre, puis ça va être comme 101 cafés. Ouais, 102 cafés. Ça va c'est peut-être bon pour le SEO, tu sais, pour gérer.
Mais donc t'aimes faire ce projet-là, on va appeler ça comme ça. Il y a pas de modèle d'affaires derrière, là. C'est un pet project. Mais l'affaire, c'est que je suis une fille de business. Fait qu'évidemment, tous les projets que je fais dans ma vie, ils ont tout le temps un purpose, puis j'essaie le plus possible de le rattacher avec mon objectif business. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, dans la dernière année, tu sais, je m'étais beaucoup dit, je vais regarder le gazon pousser, puis tu sais, je vais comme relaxer. Le premier mois était difficile. Puis après ça, tu prends vraiment le goût de faire ça. De faire rien? De faire rien. Tu sais, être à la maison à 3h30 quand mon fils arrive de l'école, tu sais, pouvoir aller au spa dans l'après-midi, pouvoir lire plein de livres. Puis à un moment donné, tu sais, cet automne, je me disais, tu sais, ça va-tu revenir à un moment donné? Tu sais, je vais-tu revoir? Puis tu sais, comme, mettons, mon compte en banque me disait, faudrait que ça revienne bientôt. C'est pas éternel, ce mode de vie-là. Non, c'est ça. Donc, puis ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que justement, quand... on se connaît quand même bien, moi puis toi, Francis, dans la vie. Mais c'est que, tu sais, arrivé... Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi au podcast pendant 2-3 mois. Puis moi, je sais que c'est comme ça que ma créativité, elle est. Ben, j'ai pas fait grand-chose avant 2 jours avant le lancement. Ouais, OK. Tu l'as rushé, là, un petit peu. Ouais, mais tout était comme déjà réfléchi. Puis là, c'était vraiment de le mettre sur le papier puis de le structurer, puis avec des objectifs de e-commerce. Puis évidemment, tu rencontres des chefs d'entreprise. C'est un peu ça le plan, là, j'imagine, là, des gens influents. As-tu comme des limites? Est-ce que tu vas rencontrer des comédiens, des politiciens? Où est-ce que tu vois, justement, là, sans nous révéler le grand secret, mais sur 100 épisodes, tu as quand même de la marge de manœuvre là, pour... Mais on dirait qu'au fil des épisodes, ça se clarifie ce que j'ai envie de faire. Puis ce que j'ai envie de faire, c'est comme ça pour vous autres aussi? Ouais, un peu. Ouais, ça fait 3 ans qu'on fait ça quand même. Il y a eu comme... on est peut-être Vous êtes à votre combienième itération, là? Écoute, en fait, c'est parce que moi, j'avais commencé un podcast PME Inc. avec Cube. Puis après ça, tu sais... Ah ouais, t'étais venu en plus. Finalement, c'est Judith qui fait l'entrevue. C'est ça, ouais, puis c'est ça. Mais après ça, on s'est joints ensemble parce que toi, t'es arrivé à Cube Radio. Ouais, exact. Mais c'est un peu la même affaire. Mais attends, juste pour clarifier, le balado a commencé comme une émission tous les jours. C'est vrai, un été. Ah oui, c'est vrai, un cash. C'était le segment du matin, là, le premier segment à cube.ca, avant qu'on soit sur la bande FM. Et il y avait quand même un auditoire, là, des gens qui nous suivaient, qui commentaient, qui écrivaient à la direction pour dire que c'était bon, whatever. Puis il y avait malheureusement pas de place là, quand Mario Dumont et Richard Martineau et Sophie Durocher sont revenus. Il n'y avait pas de place pour nous dans la case horaire. Mais ça a toujours été le deal qu'on faisait un été. On est tous les deux des entrepreneurs, on a mille autres choses à faire. Donc, pour moi, je pourrais pas faire ça tous les jours. Mais donc, Dominique Lamondon, le directeur de la programmation, nous a demandé est-ce que ça vous tenterait d'en faire un hebdo? Puis on s'est regardé, puis on a dit ben why not? Fait que ça, c'était, disons, la deuxième mouture. Puis on dirait que depuis, là, ça trouve différentes façons d'exister. Comme des fois, Phil est pas là, des fois, je suis pas là. On a comme un air d'aller qui est un petit peu moins stressé. J'aurais envie de dire, tu sais, les premiers, je sais pas comment c'est pour toi, mais tu sais, les premiers, t'es comme, tu vas être bon, tu sais, il faut que les questions soient bonnes. Mais toi, t'es quelqu'un d'assez relax, toi, Judith Faidur, dans le fond. Est-ce que t'étais stressé de rencontrer Robert Dutton, mettons? Avais-tu des questions en tête? T'étais-tu comme surpréparé? Non, mais c'est ça. Une des choses, c'est que j'ai de la difficulté à trouver ma posture encore. Parce que, tu sais, le concept, c'est je vais prendre un café avec quelqu'un. Vous, quand vous avez contacté quelqu'un que vous connaissez pas, puis vous voulez aller prendre un café pour découvrir c'est qui, mettons, pour faire de la business ou juste pour comme... Tu sais, vous préparez pas un ordre du jour avec des questions, puis ci, puis ça. Tu sais, il y a comme une certaine... je vais m'en aller dans cette direction-là, mais à partir de là... Fait que... Puis ça, c'est une des beautés du podcast parce que, de un, ça demande pas trop, tu sais, comme, je me force de faire pas trop, tu sais, l'histoire de M. Dutton, moi, je l'écoutais, je la connaissais un peu, mais, tu sais, je l'avais pas lu exhaustivement, j'avais pas lu son livre au grand complet parce que je me disais, ben, tu sais, mettons, c'est arrivé il y a 15 ans, Rona, il y a plein de monde aujourd'hui qui ont aucune idée qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Puis, fait que c'est ça, fait qu'au fil du temps, mais, tu sais, c'est ça. Des fois, j'ai de la misère à trouver ma posture. Est-ce que je suis une animatrice? Est-ce qu'on... Tu sais, Joe Rogan, c'est comme... Tu sais, il y a comme... Tu sais, il raconte des affaires, ça va... tu sais, avec Mark Zuckerberg, il parle de pourquoi ils font plus pourquoi ils vont plus faire du contrôle de
aidez-moi, là, du contrôle de commentaires. Puis après ça, et 2 secondes après, il parle de Jiu-Jitsu pendant 20 minutes. Puis c'est un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que je suis une animatrice? Mais ultimement, dans le cas de Joe Rogan, j'ai l'impression que les gens suivent Joe Rogan. C'est tout à propos de l'homme, Mais tu cliques sur l'épisode, puis c'est Mark Zuckerberg quand même. Ouais, j'avoue. Mais encore une fois, je pense que, tu sais, je vais parler pour nous, là, du moins moi dans le nous. Non, mais c'est de rencontrer des gens, de rencontrer des gens, de discuter avec du monde. Puis la différence, c'est que quand tu appelles quelqu'un d'un point de vue vente, là, genre cold call, veux-tu faire affaire avec moi? Là, c'est hey, tu viendrais-tu sur un balado? On s'est pas fait dire non bien souvent. Non, là. c'est fou, hein? Jamais, là. Ouais. En tout cas, dans mon cas, c'est jamais arrivé. C'est arrivé, c'est pas un bon moment, dans 2 mois. Mais dire à quelqu'un catégorique, non, je veux pas y aller. Puis on a quand même eu, un ancien premier ministre, des anciens ministres. C'est le fun d'avoir, Judith Fedzer. C'est le fun d'avoir ces conversations-là. Oui, définitivement. Y a-tu des gens là, que tu n'as pas encore sollicités que tu aimerais avoir? Là? Ben, j'essaie de trouver l'adresse courriel de Sophie Brochu. Fait que si un de vos auditeurs là peut me mettre en contact. Ça devrait pas être trop difficile. Sophie Brochu, bref. Non, mais j'ai vraiment essayé tout plein de fois. Nomme-nous-les, là. On a quelques milliers de personnes qui vont faire la recherche à ta place. Mais une des choses, tu sais, mettons, l'affaire, c'est que, tu sais, de contacter des entrepreneurs pour qu'ils viennent me voir, ça... Tu sais, c'est comme, mettons, les artistes, une clique, les entrepreneurs aussi, il y a un certain cliquitude, mettons. Fait que ça, c'est super facile. Puis justement, si c'est pas le bon timing ou peu importe. Mais il y a une des choses que je me suis rendu compte par rapport aux entrepreneurs, c'est que, mettons, moi, j'ai été super impliquée dans la communauté startup au début de Cookit, après ça, dans la communauté entrepreneuriale. Puis après, je suis rentrée dans YPO. YPO, c'est une organisation de présidents d'entreprise. Moi, je ne l'explique pas pour vous, je l'explique pour vos auditeurs. Et c'est des grosses business. Young Presidents Organization. Oui. 10 millions et plus de mémoire. 20 millions et plus de chiffre d'affaires. Et on est 300 membres au Québec. Et je me souviens, le premier constat que, tu sais, je me suis dit, je vais aller au premier événement, je vais connaître à peu près tout le monde. Ça fait 7 ans que je suis en business. Tu connaissais personne. Je connaissais Carl de chez Gourou. Ouais. Puis je me disais, mais c'est quoi ce Québec Inc-là que je ne connais pas, qui n'est pas visible? Puis j'ai eu la chance d'avoir Pierre Fitzgibbon au podcast cette semaine. C'est un épisode qui va sortir dans les 10 prochains jours. Puis on parlait pour stimuler l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, là, moi, je suis tannée qu'on ait des conversations comme juste d'entrepreneurs, là, mais tu sais, mettons l'entrepreneuriat, là, bon, ben, ici, chez Cube, là, c'est Pierre-Carl Pelado, l'entrepreneur, puis il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ça. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent de cette constellation-là, dont nous, là, de Weird Way, là, tu sais, on passe par là, puis on fait... Puis un des problèmes, c'est que j'ai l'impression que trop souvent, mettons, les contenus entrepreneuriales sont écoutés uniquement pour les entrepreneurs, puis en tout cas, ce que Pierre Fitzgibbon me disait, c'est que lui, il me disait que quand il est allé à Israël ou peu importe, on a beaucoup cette culture-là où on va énormément parler de la business, puis on va parler du succès aussi, on va parler du succès des gens et des échecs, mais plus en termes de constat. Ici, au Québec, tu fais un échec, et moi, j'en ai rencontré des entrepreneurs, là, j'ai peut-être filmé une dizaine d'épisodes, il y en a 2 là-dedans qui ont fait faillite. Puis les gens, ils me disaient qu'ils n'osaient même plus sortir au restaurant, là. Fait que, tu sais, je trouve qu'en tant que société, on ne célèbre pas nécessairement assez nos succès, on ne met pas assez nos succès de l'avant. Entrepreneuriaux, en particulier? Entrepreneuriaux, mais business, tu sais, justement, avec Fitzgibbon, on en parlait, tu sais, dans le journal, on jase tout le temps de Nordvolt, particulièrement, mettons, aujourd'hui, mais on parle tout le temps de Nordvolt, mais pourtant, un des plus gros deals qui s'est jamais fait, qui part de cette théorie d'investissement-là, qui a été le plus grand deal de toute l'histoire de la caisse de dépôt, on a à peine poussé un communiqué de presse, puis ça a été fini là. Fait que, tu sais, après ça, comment en tant qu'humain, on peut se dire, on va prendre du risque si on va broadcaster à fond nos échecs, puis qu'on va
comme un peu fermé notre J'ai trappe. quand même avec le succès. sentiment, Judith, là, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, on a fait un certain chemin, là, tu sais, puis je me rappelle les premières années, mettons, des dragons, là, puis tu parles de la communauté startup, là, je sais pas, 2005, 2010, 2015, il y a eu quand même un petit shift, là, il me semble, au Québec. Oui, là. sauf que ce sont les gens qui n'ont pas le choix de le faire parce qu'ils deviennent des billboards de leur propre business. Moi, j'ai été l'ambassadrice de Cookit. Je me suis autoproclamée ambassadrice de Cookit, mais parce qu'au début, j'avais pas le choix parce qu'on n'avait pas une scène pour investir en marketing. Fait que c'était moi qui faisais le contenu sur les médias sociaux pendant les 4 premières années. Fait que j'ai comme commencé. Fait que, tu sais, après ça, quand on regarde les dragons, tu sais, que ce soit, tu sais, Nick, David, peu importe, tu sais, ils agissent un peu en tant que, tu sais, on va se le dire, là, ils vont pas là pour faire de la grosse business. Ils vont là pour faire rayonner leur business. Puis, Phil, je sais ce que tu veux dire. On va arrêter cela. Je m'en voudrais de te laisser partir, Judith, sans que tu nous parles. Tu as quand même derrière la tête un autre projet d'affaires. Je sais pas dans quelle mesure tu veux en dévoiler les secrets, mais où est-ce que tu en es? Parce que faire un balado, je pense pas que ce soit ta vocation première de devenir Joe Rogan, à moins que tu me corriges, mais tu m'avais parlé, tu avais un autre projet entrepreneurial en tête. Veux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui te trotte dans la tête ces temps-ci? Depuis la dernière année, c'est clair que je veux me lancer dans l'industrie funéraire. Donc, quand ma mère est décédée, il y a de ça 7 ans, je suis la plus grande event planner du monde. Pour moi, organiser un party avec des cracheurs de feu, ça me prend à peu près 24 heures à organiser. Ma mère, son décès, c'était pas soudain, donc ça faisait longtemps qu'on le savait. Et même à ça, quand je me suis ramassée au salon funéraire, j'étais comme incapable. Tu sais, la Judith événementielle était plus là. Elle avait clocké out. Fait que là, on me disait, ben tiens, choisis quel genre de signe. Puis j'étais comme, oui, mais je trouve ça lettre. Puis il était comme, ben, c'est ça les choix. Voici les 4 choix. Là. Ouais, puis après ça, il était comme, ça, c'est la télé sur le mur, il faudrait que tu nous fasses un PowerPoint pour ta mère. Puis j'étais comme, OK, fine, je vais faire ça. Puis après ça, tu sais, l'anecdote que j'aime le plus raconter, c'est ma mère, elle tripait sur les mojitos. À chaque fois qu'elle venait chez nous, elle buvait des mojitos. Et là, je leur ai dit, mais on peut faire des mojitos. Puis ils me regardent, puis ils sont comme, non, on peut pas. De quoi on peut pas? Puis là, j'étais comme, l'expérience client est donc bien poche. Une bouteille, de la menthe. Oui. C'est pas mais c'est que toute la pression se ramasse comme sur toi. Et pourtant, je m'apprêtais à leur faire un chèque de 10 000 $ pour louer un espace. Puis, basically ça. Fait que ça fait 7 ans. Et depuis ce temps-là, ça te trotte dans la tête. Ça m'a toujours trotté dans la tête. Puis au fil du temps, ben, j'ai connu de plus en plus de gens qui ont... On est à cet âge-là, où est-ce que tous nos parents meurent. Et tout le monde organise des funérailles. Puis c'est un constat général que c'est très fâchant organiser des funérailles au Québec. Étant une fille d'expérience et qui a le parcours utilisateur comme tout le temps top of mind, c'est ça que j'ai envie d'attaquer. Ça fait 1 an, j'ai dû mettre à peu près, je sais pas, 2, 3, 4 000 heures là-dessus. Il y a beaucoup de choses par rapport à mon deuil de Cookit. J'ai eu beaucoup de deuil, puis peu importe. Fait que, me relancer avec quelqu'un, c'était un choix que j'étais capable de faire. Tu sais, quand t'as fait perdre de l'argent à du monde. Tu sais, puis c'est pas que j'ai pas eu des offres, là. Il y a plein de monde qui m'ont contacté. Mais, fait que, tu sais, je voyais que là, j'étais rendue super loin, super avancée sur papier, mais en concret, il se passait pas grand-chose. Et c'est là que le balado est arrivé, puis je me suis dit, je vais retourner faire de la créativité, me relancer des petites équipes, retravailler, puis voilà. Puis l'autre affaire, c'est que c'est pas... tu sais, lancer un salon funéraire, c'est pas un projet comme Cookit. C'est pas, j'ai besoin d'un Shopify, d'une boîte, puis après ça, je vais aller je vais prendre 3 photos. Non, c'est une bâtisse. Ça requiert plus de capital, voilà, comme on dit. C'est une bâtisse. Puis si tu veux bien le faire, puis je veux bien le faire, ben c'est beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus de temps. Fait que voilà. Urgel Bourgie n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Judith Fedzer is coming for you. Merci d'avoir été avec nous en studio, Judith. C'était très intéressant. Puis on peut écouter donc ton balado, Un café avec Judith Fedzer. Où on peut écouter ça? Partout? Partout, sur toutes les plateformes. Spotify, Apple, YouTube. C'est filmé. C'est filmé. C'est vrai, c'est filmé. Comme tous les bons balados dans une propriété québécoise près de chez vous. Merci, Judith. Merci. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Merci d'avoir été à l'écoute. Phil, j'arrête pas de repenser à notre conversation du début du show sur Tesla. Là. C'est quand même fou. Là. Je sais pas si tu as vu Donald Trump qui a dit que les attaques contre les concessionnaires allaient être considérées comme des actes de
terrorisme domestique. C'est quand même fou là, quand tu y penses. Honnêtement, il a quand même donné 200 quelques millions pour sa campagne. Puis il y a un autre 100 millions récemment là, pour une autre affaire. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié nos invités. On a reparlé de tarifs, évidemment. Tu as parlé de tarifs avec Christian. Intéressant aussi de découvrir l'infolette de Julien, le Global FinTech Insider, puis d'en apprendre un petit peu plus sur l'après-cookit de Judith Fetzer. Si vous avez des questions, commentaires, vous nous écrivez. Ou studio@cube.radio. Philippe persiste à ne pas vouloir revenir sur Facebook. LinkedIn. Sur LinkedIn, comme un vieux professionnel de 74 ans. Sinon, vous pouvez nous écrire ailleurs, mais bref, vous savez où nous trouver. Si vous avez des commentaires, des questions, des recommandations d'invités, si vous voulez vous-même mettre votre nom dans le chapeau, n'hésitez pas. On sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.